Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à notre Histoire en tête, l'émission de la Société historique de Montréal. Ici Mario Robert, président de la Société historique de Montréal. Aujourd'hui, nous recevons l'historien professeur Jean-Philippe Croteau qui vient nous parler de l'attitude de la revue L'Action nationale face à l'immigration et face à la présence juive au Québec pendant la période 1933-1945. Il est interviewé par l'historien Pierre Anctil. Bonne émission! Bonjour chers auditeurs, aujourd'hui pour notre émission Histoire en tête, on reçoit Jean-Philippe Croteau, chercheur invité à l'Université de Tokyo des études étrangères depuis environ 3 ans. Et Jean-Philippe a publié cet automne une étude fort intéressante qu'on voudrait discuter ici avec lui. Le titre de l'étude, c'est « Un Canada français à la croisée des chemins ». Le discours de l'Action française et de l'Action nationale sur la question de l'immigration, 1917-1967. Bonjour, Jean-Philippe. Bonjour. Alors, pourquoi d'abord s'intéresser à l'immigration dans le contexte du nationalisme canadien-français et de son évolution, en gros, de la Première Guerre mondiale jusqu'à la Révolution tranquille? Bien, on remarque une persistance des débats liés à l'immigration. Donc, évidemment, il y a le chemin Roxham, il y a le modèle de gestion de l'immigration qui a été mis en place dans les années 60, notamment avec l'intervention de l'État dans les sélections des immigrants, l'interculturalisme, les politiques de francisation qui est de plus en plus contesté. Il y a eu les accommodements raisonnables, il y a les débats sur le racisme systémique. Et donc, on voit qu'il y a des débats qui sont quand même assez forts dans la société, qui peuvent être divisifs, polarisants. Et donc, je pense que c'est un peu le rôle de l'historien de regarder un peu les racines, les origines de ces débats-là et d'un peu observer l'évolution dans le temps long avec les marques de continuité, les marques de rupture. Et l'Action française et l'Action nationale, c'est une superbe source pour analyser et étudier ces phénomènes, ces discours-là, parce qu'elles sont sur le temps long. L'Action française a été fondée en 1917, l'Action nationale en 1933, et l'Action nationale existe toujours. Donc, on peut vraiment observer des tendances sur le long terme. Avant d'aller plus loin, peux-tu situer les deux revues, leur point de vue idéologique relativement au nationalisme canadien-français, et après, les principaux animateurs? Donc, l'Action française est créée en 1917, à un moment donné où il y a un peu une reformulation du nationalisme traditionnaliste canadien-français. Donc, il surgit toutes sortes de crises. Il y a tout d'abord l'opposition du Canada français à une participation militaire à l'Empire britannique qui va atteindre un sommet avec la conscription. Dans les provinces anglophones, il y a toute une législation pour limiter l'enseignement du français et la religion catholique pour les francophones. Et il y a des transformations extrêmement importantes, surtout au niveau de l'urbanisation et de l'industrialisation, qui fait craindre pour une certaine élite conservatrice un danger pour l'avenir culturel et religieux de la collectivité canadienne-française. Et donc, dans ce contexte-là, il y a un nationalisme canadien-français traditionnaliste qui émerge et qui veut un peu s'adapter, se reformuler pour être plus en phase avec les nouvelles réalités sociales et économiques. Donc, on a la fondation du journal Le Droit, on a différentes associations, la fondation du journal Le Devoir. Donc, il y a toutes sortes de regroupements qui se créent et il y a une association qui s'appelle la Ligue des droits du français, fondée en 1913, qui se transforme en Ligue d'action française et qui crée l'Action française en 1917. Et donc, c'est un nationaliste traditionnaliste qui a vraiment l'impression que le Canada français a reculé dans plusieurs domaines, social, politique, économique, et qui veut reconquérir le terrain
perdu. Et donc, il y a vraiment un discours qui vise à préserver l'intégrité religieuse et culturelle du Canada français, mais qui propose, notamment avec le chanoine Groulx à partir des années 1920, une doctrine d'action, justement pour trouver des solutions et opérer un mouvement de redressement national. Donc, c'est une revue qui est assez élitiste, qui s'adresse aux élites, notamment les élites qui sont accusées d'être complaisantes envers notamment ces reculs-là et qui est apathique. Et donc, on veut leur proposer un guide d'action. On veut guider leur action pour qu'ils puissent se ressaisir. Donc, en 1917, ça correspond en fait à la Première Guerre mondiale. Et ça correspond aussi à la grande vague migratoire qui va avoir lieu au tournant du siècle. C'est à partir de ce moment qu'en Europe, il y a des pressions démographiques, économiques, politiques qui font que tout près de 2 millions d'Européens arrivent au Canada entre l'élection de Laurier en 1896 et le début de la Première Guerre mondiale, 1914. Donc, c'est à ça que, finalement, réagit, si je comprends bien, c'est ce contexte-là. Oui, absolument. Mais il faut bien comprendre que l'immigration ne sera jamais un enjeu fondamental. Il y a beaucoup d'autres enjeux, par exemple l'infériorité économique des Canadiens français, l'influence de la culture nord-américaine sur le mode de vie, les mœurs, les mentalités des Canadiens français. L'Action française défend aussi les liens de solidarité avec les communautés francophones qui souvent, comme je l'expliquais, subissent une législation scolaire qui restreint leurs droits linguistiques. On est très préoccupé aussi par trouver des solutions économiques, sociales, réagir à l'urbanisation et l'industrialisation. Donc, l'immigration, pour la période 1917-1928, c'est environ 5% des articles. Donc, c'est 5% des articles. Donc, ce n'est pas l'enjeu principal. Avant d'aller plus profondément, qu'est-ce qui se passe quand l'Action nationale arrive en 1933? Est-ce que c'est des nouveaux leaders? Est-ce que c'est une nouvelle mouture? C'est toujours un mensuel, donc on calcule que c'est 6 à 8 articles de fond et plus des petites chroniques. Ça varie beaucoup, hein. Des fois, on peut avoir 10 textes qui sont publiés 10 fois par année. Ça dépend. Il y a des périodes de vache maigre et de vache grasse. Parfois, lorsque la revue avait des difficultés, ça peut être 6 articles par mois. Ça varie beaucoup. Donc, il faut bien comprendre que vers la fin des années 20, l'Action française a plusieurs problèmes. Il y a des dissensions internes entre les différents dirigeants. Il y a la condamnation par le pape de l'Action française de Charles Maurras, qui a des implications pour l'Action française de Montréal, qui possède le même patronyme. Donc, on va rebaptiser la revue pour l'Action française, l'Action canadienne française. Mais ce qui va être vraiment déterminant, c'est une mauvaise gestion financière. Notamment, l'abbé Groulx était un doctrinaire, mais pas un gestionnaire, un administrateur. Et la revue va rendre l'âme en 1928. Mais quelques années plus tard, c'est la crise économique qui frappe de plein fouet la Société canadienne-française et ailleurs en Occident. Et les anciens membres de la Ligue d'action française sentent le besoin de se doter à nouveau d'une revue pour défendre leurs idées et surtout de trouver des solutions à la crise économique, mais des solutions qui sont adaptées à la société canadienne-française, notamment en s'inspirant de la doctrine sociale de l'Église, fondée sur le coopératisme, puis le corporatisme social. Et donc, c'est une revue qui va être dirigée au tout début par Esdras Mainville, qui est économiste à l'École des hautes études commerciales. Donc, les différences fondamentales avec l'Action française, c'est que l'Action française, c'était surtout des clercs. On retrouve une majorité de laïcs dans l'Action nationale. Ils sont très préoccupés par les questions économiques, bien sûr, les questions de politique sociale, défendre l'autonomie provinciale du Québec, l'infériorité économique des Canadiens français dans un contexte d'industrialisation et évidemment dans la Seconde Guerre mondiale, la conscription. Et finalement, troisième différence majeure, ils ont un autre rapport avec le politique. Pour l'Action française, la politique
partisane est vraiment négative. En fait, ça divise les Canadiens français entre eux. La politique, de la manière dont elle se fait, elle est source de corruption. En fait, le rêve de l'Action française, c'est un seul parti pour tous les Canadiens français. Et l'Action nationale, elle va se lancer dans l'arène politique, parce qu'elle considère que ce n'est pas tout de diffuser un message pour changer les mentalités, mais il faut intervenir en politique pour changer la société. Donc, ils vont appuyer deux partis, l'Alliance... l'Action libérale nationale et le Bloc populaire, qui vont avoir une vie éphémère, mais qui va avoir un impact énormément sur l'évolution des idées et qui sont un peu précurseurs de la Révolution tranquille. Ce qui m'amène à te poser la question, avant la guerre, avant 1939-45, quelle influence ces revues ont eu? Est-ce qu'ils ont eu un tirage important? Est-ce qu'ils ont été reprises dans la grande presse nationaliste, dans Le Devoir, dans Le Droit, l'Action catholique, ou si finalement il faut attendre à plus tard pour voir ça? Donc, tout d'abord, ce sont des revues qui s'adressent aux élites. Donc, ça fonctionne un peu en circuit fermé entre les membres des élites. Mais il faut comprendre que le Canada français, c'est une petite population à ce moment-là. Et l'Action française va avoir un lectorat d'environ 6 000 membres au début des années 20, ce qui est immense. Et l'Action française va se doter d'une librairie, d'une maison d'édition. Elle organise des dîners-causeries, des conférences. Donc, il y a un rayonnement qui est extrêmement important au sein des élites. Elle attire aussi des représentants de toutes les classes sociales. Il y a des universitaires, des financiers, des hommes d'affaires, des journalistes. Beaucoup de journalistes vont faire leurs premières armes dans l'Action française ou l'Action nationale. Donc, André Laurendeau, Homer Héroux, Émile Benoît. Et il y a vraiment un lien entre Le Devoir et l'Action française ou l'Action nationale, ainsi qu'avec Le Droit, l'Action catholique. Donc, les mêmes auteurs écrivent dans ces différents journaux, différentes revues. Donc, c'est probablement la revue la plus influente de l'époque. Elle recrute aussi des auteurs de l'Ontario français, de l'Acadie, des Prairies, des États-Unis. Et ce qui est très important, c'est qu'il n'y a pas il y a évidemment un directeur, mais tous les nationalistes sont invités à écrire dans cette revue-là. Donc, il y a beaucoup de courants idéologiques. On peut être à droite, à gauche, traditionnaliste, un peu plus libéral. Et donc, pour avoir une idée de l'évolution de la pensée nationaliste sur l'immigration, c'est vraiment une source privilégiée. Donc, allons-y pour la première période de 1917 à 28. Donc, de la Fondation jusqu'à la grande crise économique. Qu'est-ce qui ressort d'abord de la revue L'Action française? Donc, l'Action française, elle va être fondée en 1917, mais en 1920, l'abbé Groulx devient le directeur. Et lui a vraiment l'intention, la volonté de doter la revue d'une doctrine d'action qui pense la société canadienne-française globalement avec des solutions très concrètes. Et donc, c'est vraiment une idéologie traditionnaliste qui conçoit la société canadienne-française comme une communauté de langue, de culture, de religion, de mémoire, mais aussi de destin. Et il y a vraiment une volonté de préserver ce qu'il appelait l'intégrité religieuse et culturelle. Et donc, c'est aussi une revue qui voit de nombreuses menaces, et notamment l'urbanisation, l'industrialisation, et évidemment, cherche des solutions. Et l'Action française, dans le fond, voit les fondements du Canada français sur 3 éléments principaux. Tout d'abord, le milieu rural, qui est considéré, comme Esdras Mainville l'expliquait, le réservoir de la race. Il y a le cadre protecteur de la paroisse et des familles nombreuses, un haut taux de natalité. Et donc oui. On peut dire fondamentalement que ça s'annonce plutôt mal pour aborder la question de l'immigration. Dans ce contexte-là, si les immigrants ne sont pas des catholiques, ne sont pas des francophones et n'ont pas une connaissance ou une volonté d'intégrer le Canada français, et
Comment est-ce qu'on va réagir devant ces phénomènes? Donc, on réagit assez peu. Comme je le dis, le pourcentage accordé au thème de l'immigration est assez peu élevé, pas plus que 5 %. Et on va réagir de manière indirectement. On se méfie beaucoup de la ville, qui est un endroit où se déploie la culture nord-américaine, donc qui ultimement peut être un lieu d'acculturation où les Canadiens français vont perdre leur tradition, leur culture, leurs coutumes. Et donc, on s'inquiète beaucoup de ce que j'appellerais les périls démographiques. Donc, à la ville, les familles canadiennes françaises fréquentent moins l'église, par exemple. Ils ont le taux de natalité, selon les auteurs, serait en baisse. Quelques articles s'inquiètent du taux de mortalité infantile qui était très élevé dans les familles canadiennes françaises, mais l'ennemi numéro un, c'est le péril démographique numéro un, c'est l'immigration aux États-Unis. Et c'est à ce moment-là que l'Action française intervient sur la question de l'immigration. Donc, on accuse les gouvernements fédéral et provincial de laisser des milliers de Canadiens français migrer vers les États-Unis et s'assimiler. Et donc, on perd les forces vives de la nation au lieu de tenter de les rapatrier, de coloniser le nord du Québec et peupler les prairies. Et on dénonce tout particulièrement la solution préconisée par le gouvernement fédéral avec la complicité du gouvernement provincial, donc de faire venir des immigrants pour peupler le Canada. Et donc, à cette époque-là, la conception de la nation est beaucoup liée à l'enracinement du sol. Donc, le Canada... Ah oui. Combien d'articles vont toucher à la question pendant ces 10 années? Environ, il y a de 1917 à 1928, il y a 67 articles qui vont être publiés. Donc, c'est environ 5 %, 4 ou 5 %. La plupart sont négatifs. La plupart du temps des sont mentions négatifs. longues, une étude de fond ou simplement des passages, des allusions? Le plus souvent, ça s'intègre dans un article qui a un autre sujet. Donc, c'est des mentions courtes, sauf un petit peu vers la fin. Donc, les années 1928, les années 1927, là, on aborde davantage la question de l'immigration. On passe à une autre période parce que la revue va changer de nom, va réapparaître, comme tu nous as expliqué, en 1933 sous le nom de l'Action nationale. Donc, on a la période maintenant de 33 à 45, c'est-à-dire jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, en gros, une douzaine d'années pendant lesquelles se produit la grande dépression économique des années 30 et ensuite la transformation très profonde qu'amène la Deuxième Guerre mondiale. Comment on réagit? C'est des années de très basse immigration, contrairement à la période précédente, parce que le Canada est en crise et pas particulièrement intéressé à aggraver la situation du chômage en faisant venir des immigrants de plus, et parce que pendant la guerre, l'immigration tombe presque à zéro. On n'a pas un contexte favorable à transporter un grand nombre de civils à travers l'océan pour les installer ici. Alors, comment on va se situer maintenant? Donc, tout d'abord, il y a beaucoup moins d'articles sur l'immigration, pratiquement moitié moins que la période précédente, mais il y a plus d'articles longs sur l'immigration et le ton va se durcir énormément. Et donc, on peut voir, il y a trois types d'arguments dans le discours de l'Action nationale. Tout d'abord, il y a un discours de rationalité économique. Le Québec est en crise, le gouvernement est à bout de ressources. Faire venir des immigrants, ça va imposer un fardeau financier, ça va appauvrir encore plus le Canada et le Québec. Il y a aussi un phénomène, moi j'appellerais ça de judéisation du discours de l'immigration, où on se rend compte que finalement, la critique de l'immigration, c'est aussi une critique de l'immigration juive. Il y a vraiment une peur d'une immigration massive. Et là, il y a vraiment une résistance à faire venir même des réfugiés juifs au Canada. On les considère qu'ils ne sont pas assimilables
adaptables à la société canadienne-française parce qu'ils n'ont pas un caractère agricole. Ils vont avoir nécessairement un caractère urbain. On les accuse de se livrer à des activités parasitaires, notamment le petit commerce, où ils vont être des concurrents déloyaux vis-à-vis des Canadiens français. Ils vont causer la ruine des Canadiens français. Donc, ils vont être donc une nuisance économique dans la société. Et on voit aussi une grande influence de ce qui se passe en Europe à ce moment-là. L'émergence des régimes autoritaires, les mouvements populistes. Et aujourd'hui, c'est vraiment troublant, là, c'est vraiment dérangeant quand on relit ces discours-là, mais on va citer en exemple l'Allemagne de Hitler qui a pris des mesures justement contre les Juifs. On considère qu'il va trop loin, on dénonce les excès de violence, mais on considère qu'il a compris que les Juifs sont des êtres ambitieux qui ne visent qu'à conquérir plus de pouvoir et ils sont incapables de ressentir un patriotisme pour un pays. Ils veulent construire un État dans un État. Et donc, il faut se protéger de ces gens-là. Et il faut surtout les protéger contre eux-mêmes parce que leur présence crée des tensions et des conflits. Et donc, on va parfois faire référence au régime hitlérien qui, lui, a mis, si on peut dire, son pied à terre et il défend le droit des natifs, entre guillemets. Donc, on pourrait dire qu'il y a une résistance, une hostilité, une méfiance face à toute immigration, sauf peut-être britannique et française, qui sont en fait en harmonie avec la population qui existe déjà au Canada. Mais en particulier, le régime hitlérien produit une vague migratoire, une vague de réfugiés qui, à partir de 34, 35, 36, cherchent à fuir l'Allemagne, la répression, la violence, l'antisémitisme. Le Québec, Canada français, ferme la porte très fortement. En fait, on a l'impression, quand on lit les textes de cette époque, que tout tourne autour de l'immigration juive allemande. Et là, on arrive à un paradoxe. Les auteurs ne réalisent pas que les Juifs allemands sont très assimilés, très intégrés à la vie allemande, culturelle, industrielle, politique, commerciale. Ils forment seulement 1% de la population, mais ils ont une influence globale, positive, créative, contribuent énormément à la vie allemande, jusqu'à Hitler. On ne pense pas que ça va être possible ici, alors qu'ils l'ont réussi en Allemagne. Alors, le paradoxe, c'est qu'on dit non, ils ne sont pas assimilables, mais justement, ils l'étaient assimilables en Allemagne. Comment on peut expliquer ce manque de discernement dans toute cette question, en fait? En fait, tout d'abord, il y a une distinction importante avec l'action française dans les années 20, qui était en général opposée à l'immigration, mais elle ne ciblait pas un groupe en particulier. C'était évidemment, on citait un certain nombre de groupes, les Juifs en faisaient toujours partie, mais avec d'autres groupes. Dans les années 30, il y a vraiment... on focalise vraiment sur les Juifs. Et dans le fond, on accuse les Juifs de beaucoup de choses. Et là, c'est là qu'on mêle immigration et la communauté juive qui est déjà enracinée. Et donc, on les accuse, par exemple, de faire toujours cause commune, de ne voter que pour les candidats juifs pour s'emparer du pouvoir, pour influencer les partis au pouvoir. Donc, on les accuse aussi d'être associés au capital anglo-américain. Donc, souvent, on parle de capital anglo-américain juif. Donc, on les accuse aussi de domination économique. Et probablement, ce qui est le plus important, c'est qu'ils sont vus comme un groupe dangereux pour un certain ordre culturel et religieux. On les associe au cinéma, qui est corrupteur. On les associe aussi aux pertes de pratiques religieuses, notamment les magasins qui ouvrent le dimanche, tout ça. Donc, ils sont vus vraiment comme un cheval de Troie. Et c'est à ce moment-là que c'est vraiment
c'est dans les années 30 que ce discours-là est vraiment le plus virulent. Donc, on peut dire que, en fait, les Juifs représentent la modernité, ils représentent l'avenir, ce qui pourrait arriver, ils représentent la découverte de nouvelles tendances, et c'est ça qui est mal accepté dans une revue traditionnelle. Et je dirais qu'ils représentent tout particulièrement une modernité culturelle radicale qui est un peu en opposition à une conception beaucoup plus traditionnelle véhiculée par l'Église catholique. Donc, ils sont associés au cinéma, à la culture du divertissement, de la consommation, une culture qui serait moins classique, moins humaniste, plus populaire. Et donc, je pense que dans les années 30, le quart des textes porte justement sur la culture. Alors, on parle à Montréal en 1931 d'une communauté juive de 60 000 personnes, dont beaucoup sont des immigrants venus 20 ans avant d'Europe de l'Est. On sait qu'il y a un journal yiddish, il y a des milieux culturels en yiddish, le théâtre, la littérature, il y a des bibliothèques, il y a même des endroits où on développe des points de vue idéologiques de gauche. En quoi est-ce que c'est quelque chose avec lequel l'Action nationale est en lien ou le rapport de l'Action nationale avec la communauté ici, la communauté réelle, installée, qui fonctionne dans le monde québécois? Est-ce que c'est un rapport finalement mythologique, fantasmatique ou imaginaire? Oui, je crois qu'il y a un peu des deux, mais ce que surtout, c'est de l'ignorance et de la méconnaissance. Mais il y a aussi, aujourd'hui, quand on lit ça, on voit un peu un peu beaucoup de délire. On associe, par exemple, les Juifs au grand capital. Là, on les associe avec les industriels américains qui viennent exploiter les ressources naturelles, mais aussi canadiens, anglais, alors que la plupart des Juifs étaient plutôt dans le petit commerce, mais on les voit comme un rouage important du capitalisme industriel qui, dans le fond, dépossède les Canadiens français de leur richesse naturelle. On les associe aussi au cinéma. On va parler du cinéma judéo-américain, mais sans jamais fournir de preuves, sans jamais expliquer.
Donc, il y a énormément d'exagération, il y a une grande ignorance. Puis en même temps, ce qui est très intéressant, autant dans les années 20 que dans les années 30, il y a un discours extrêmement ambigu par rapport aux Juifs. Donc, on les dénonce comme des apatrides, des ambitieux, des exploiteurs, des profiteurs qui viennent s'enrichir, qui viennent s'emparer du pouvoir, à peu près toutes les critiques, là, tous les reproches. Mais en même temps, on les admire beaucoup pour leur succès en affaires, leur solidarité politique. L'abbé Groux va les admirer beaucoup pour... il voudrait que... Bon, c'est sans doute très fantasmé, ça aussi, mais la solidarité politique dont fait preuve les Juifs qui appuient leurs candidats. L'abbé Groux souhaiterait que les Canadiens français soutiennent les candidats canadiens français nationalistes, tout ça. Et donc, il y a ce double discours aversion, admiration qui se côtoient à peu près à tous les niveaux. Et donc, on les dénonce, mais en même temps, on voudrait... Les auteurs de l'Action nationale ou de l'Action française voudraient que les Canadiens français prennent plus exemple sur eux, que montrent la même volonté pour être éduqués. On parle beaucoup de la conscience politique des Juifs qui se mobilisent pour défendre leurs intérêts, alors que les Canadiens font confiance à des politiciens un peu retards, un peu corrompus, qui visent à seulement se faire du capital politique et à se faire réélire. Alors, on voit le même discours à l'époque, ici, des années 30, dans Le Devoir. On le voit chez Omer Héroux, à la fois méfiance et à la fois admiration. C'est jamais une condamnation 100%. C'est toujours une ambiguïté qui est maintenue, je pense, au-delà de la conscience de ceux qui écrivent. Ils ne réalisent pas à quel point, en fait, ils se positionnent comme si les Canadiens français, n'est-ce pas, seraient meilleurs s'ils prenaient les Juifs comme modèle. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose d'un peu troublant, finalement, d'un peu, je dirais, inattendu finalement, quand on fait l'étude de ces textes? Oui, parce qu'il y a des propos très durs là, envers la communauté juive, mais en même temps, c'est comme s'il y avait les bases d'un dialogue où il y a une certaine admiration et on dit il faudrait faire comme ces gens-là. On reconnaît leur succès. On reconnaît souvent, c'est exagéré quand on dit que les Juifs ont une influence politique parce qu'ils soutiennent les candidats de leur groupe ethnique ou de leur religion, alors qu'on sait qu'il y a deux députés. Peter Berkovitch puis Joseph Cohen. Puis Cohen traverse pas la période du Plessis. Voilà, puis on a l'impression que c'est eux qui tirent les ficelles du pouvoir. On parle même d'un parti juif, donc c'est complètement ridicule. Et même chose, associer les Juifs au grand capital, aux grandes banques, ça n'a aucun rapport. Mais ça, je crois que c'est une influence des écrits antisémites outre-Atlantique. Donc, oui, puis la même chose pour la presse, pas le journal, mais la presse en général. On se fait fort de dénoncer l'influence juive dans la presse ou la presse juive. Ou dans le théâtre. Le théâtre aussi. Alors que quand on regarde de plus proche, on ne voit pas très bien quelle influence le grand capital ou les banques ou quoi que ce soit de juif aurait eu de ce côté-là au Canada français. On va passer à la période d'après-guerre, qui est une période plus longue, d'une vingtaine d'années, donc de 1945 à 1967, essentiellement l'après-guerre, le renversement des perspectives et la Révolution tranquille. Parfait. Donc, ça c'est une période qui est extrêmement importante parce qu'il y a vraiment une transformation au niveau de la conception de l'immigration au Canada français, notamment dans l'Action nationale. Et je dirais le changement, si on pourrait le schématiser de la manière la plus simpliste possible, on pourrait dire qu'avant, l'Action nationale voyait l'immigration comme un problème. C'est une menace à la dualité nationale canadienne. C'est une menace au statut des francophones au Canada. On voit l'immigration comme un outil de domination et d'anglicisation de la majorité canadienne anglaise, appuyée par le gouvernement fédéral pour noyer les francophones. À partir des années 1945-1950, là, soudainement, j'exagère un peu, mais pas tant que ça, l'immigration fait peut-être partie de la solution. Et donc, le Canada français est confronté à certains défis démographiques.
encore. L'un d'entre eux, c'est une diminution du taux de natalité des familles canadiennes-françaises, qui était vue comme une arme qui faisait un contrepoids à l'immigration. L'immigration bénéficiait au Canada anglais, mais des familles nombreuses bénéficiaient aux Canadiens français, mais là, on ne peut plus compter là-dessus. De plus, l'immigration qui reprend de plus belle dans l'après-guerre et donc, ce sont des immigrants choisis par le gouvernement fédéral. 60% viennent des États-Unis ou des îles britanniques et d'autres de l'Europe du Nord, donc des gens un peu de culture langue germanique qui s'intègrent tout naturellement à la communauté anglophone. Et les Belges, les Suisses et les Français, c'est seulement 2 ou 3% de la population. On ne peut pas compter là-dessus non plus. Et finalement, même à Montréal, la majorité des immigrants, environ 70%, s'intègrent à la communauté anglophone. Et là, c'est comme si les auteurs de l'Action nationale se disent on va frapper un mur là, à un moment donné, on va perdre en poids démographique, donc en influence politique. Et il arrive 2 événements qui sont extrêmement importants. En 1947, le pape lance un appel de solidarité à tous les catholiques pour accueillir les catholiques en quête de refuge qui fuient la guerre, la misère et la pauvreté. Et le gouvernement fédéral, après des décennies de revendications, offre les mêmes privilèges qu'aux citoyens britanniques pour les ressortissants français. Donc, ça amène 2 phénomènes importants. Il y a un potentiel d'attirer des immigrants catholiques qui vont être la majorité des immigrants dans l'après-guerre, dont un certain nombre pourraient intégrer la société canadienne-française. Et surtout, il serait possible d'avoir une immigration francophone et francophile. Et donc là, l'immigration peut devenir un atout peut-être pour la société canadienne-française. Et surtout à partir de la dernière mesure qui accorde un visa aux ressortissants français, le discours de l'Action nationale, donc c'est en 1948, le discours de l'Action nationale change complètement. Et là, c'est vraiment un discours d'ouverture. Et donc, on fait 2 constats qui sont très importants. Premièrement, on salue la contribution de l'Église catholique qui a toujours accueilli du mieux qu'elle pouvait les immigrants catholiques, mais ce n'est plus suffisant. L'Église catholique n'a pas les ressources pour jouer cette tâche importante. Et donc, c'est le gouvernement provincial, l'État québécois, le seul que contrôle les Canadiens français, qui peut jouer ce rôle-là. L'autre constat, c'est que le gouvernement fédéral est considéré comme l'outil, l'instrument de la majorité canadienne-anglaise. On ne peut rien attendre du gouvernement fédéral pour amener des immigrants francophones. Et donc, l'État québécois devient le contrepoids de l'État fédéral. L'État fédéral, c'est l'État des Canadiens anglais. Le gouvernement québécois, l'État des Canadiens français. Et c'est lui qui doit jouer ce rôle de sélectionner pour le Québec des immigrants francophones ou francophiles. Donc, on pourrait dire, sans trop se tromper, tu me corrigeras, que les nouvelles idées de l'intervention de l'État québécois face à l'immigration, la sélection des candidats à l'immigration une fois admis par le fédéral, la francisation et la volonté d'intégrer dans le système scolaire francophone, d'abord catholique, puis bientôt non confessionnel, les immigrants, tout ça prend racine dans l'après-guerre, dans la période des années 40-50, et progressivement émerge à la Révolution tranquille. Est-ce qu'on pourrait le voir comme ça aussi? En fait, c'est beaucoup lié à l'émergence d'un nouveau nationalisme, notamment redéfini par André Laurendeau dans Le Devoir et l'Action nationale. Mais ça avait déjà commencé à la fin des années 30, même dans les années 40. François-Albert Anger a écrit un texte en 1942 considérant que les néo-Canadiens et les Canadiens français partagent un même patriotisme envers le Canada, leur seul pays, et qui sont soucieux de préserver leur culture et leur identité. Et donc, il conviendrait de faire une alliance politique entre les deux. Donc, il y a déjà une réflexion et le nationalisme a commencé à se transformer. Beaucoup de néo-nationalistes souhaitaient que le nationalisme puisse mieux s'adapter aux nouvelles réalités sociales, nouvelles réalités urbaines, et il aborde toutes sortes de thèmes, dont l'immigration. L'immigration va être un des thèmes, pas le plus important, mais il va être un des thèmes. Et
il y a vraiment une réflexion qui se fait sur le rôle de l'État dans toutes sortes de domaines, mais tout particulièrement au niveau de l'immigration. Pourrais-tu nous parler un peu des Ukrainiens et de Walter Bossy? Là, on parle de la situation d'après-guerre. Les Ukrainiens sont des chrétiens. Certains sont catholiques, mais pas de rituel latin. Et ils forment un bloc à Montréal, certainement dans l'Ouest canadien, mais il y a quand même des paroisses ukrainiennes à Montréal. Il y a des églises avec des bulbes à Montréal. Quel rôle, là? On n'est plus là face à la logique habituelle des Espagnols, des Portugais, des Italiens, des Français catholiques. On est face à une chrétienté très différente. Mais comment va réagir l'Action nationale face à ces questions, maintenant qu'il y a beaucoup plus de diversité? Mais en fait, je pense qu'il faut revenir sur un mythe qui voit vraiment que le Canada opposé à toute immigration, à toute intégration des immigrants. On voit quelques textes dans l'Action française dès les années 20 qui considèrent que le Canada français pourrait intégrer des immigrants à condition qu'ils respectent la triptyque suivante, c'est-à-dire catholicité, francité et latinité. Et que si ces groupes-là peuvent intégrer une tradition nationale canadienne-française. Ross Bainville va écrire un très beau texte là-dessus, moi, je trouve qu'il est extrêmement révélateur, qui dit on est tellement épuisé à lutter pour notre survie qu'on n'a pas la force d'intégrer de nouveaux immigrants. Et ces immigrants-là ne sont pas vraiment intéressés à intégrer la société francophone. Ils préfèrent s'intégrer à la communauté anglophone. Donc, finalement, ça ne vaut pas la peine. Devant tous ces efforts-là, on récolterait des miettes. Mais il y a quand même cette idée-là qu'il y a certains immigrants qui peuvent intégrer la société canadienne-française. Et donc, dans les années... en 1942, François-Albert Angers, qui est un économiste au HEC, qui va être directeur de l'Action nationale, aborde cette question-là et c'est extrêmement important parce qu'il fait une réflexion. Il se dit, il y a deux nations fondatrices au Canada, les Britanniques et les Français. Et s'il y a deux nations fondatrices qui sont égaux en droit, ils sont sûrement égaux en devoir. Et donc, pourquoi qu'il n'y aurait qu'une seule société d'accueil? Deux nations fondatrices. Et donc, c'est le premier à définir le Canada français, surtout le Québec, comme une société qui pourrait être une société d'accueil et qui pourrait intégrer les individus qui partagent sa langue, sa culture, son histoire, évidemment, sa religion. Et c'est très important de comprendre ça. Les Canadiens français de l'époque, les nationalistes canadiens français de l'époque sont très conscients qu'on ne peut pas intégrer tous les immigrants. On ne peut pas convaincre tous les immigrants d'intégrer une petite société comme le Canada français. Mais il y a des individus qui partagent la même histoire, la même religion, la même mémoire. Aujourd'hui, on parle des immigrants francotropes qui partagent une culture commune avec les francophones comme les Maghrébins, les Portugais, les Latino-Américains, les Haïtiens. Mais à l'époque, on fait plutôt référence à une communauté de culture, de mémoire et d'histoire qui pourrait intégrer les Canadiens français. Et cette idée-là, elle va être très forte, notamment dans les années 1950. L'Action nationale réclame justement que le gouvernement québécois choisisse ces immigrants-là en fonction de critères religieux et culturels, mais peu à peu, le critère religieux va tomber. Ça va être surtout la culture et la langue. Et donc, il y a une transition qui se fait vers un nationalisme ou une collectivité qui se définit beaucoup plus par la langue, la culture que la religion. Donc, Walter Bossy, qui arrive dans l'après-guerre, fait alliance ou veut faire alliance avec le Canada français. Il propose une intégration à l'école française. Il tente de rapprocher les Ukrainiens de ce monde canadien-français, puisqu'une partie sont installés dans l'est de l'île. Est-ce que vraiment c'est le début? Est-ce que ça a eu un impact important à l'époque? Walter Bossy est vraiment intéressant, mais pas pour les raisons qu'on croit. Donc, Walter Bossy, c'est un nationaliste ukrainien farouchement anticommuniste qui a fui l'Ukraine et la Pologne, qui s'est installé à Montréal et qui s'est présenté comme un spécialiste des néo-canadiens à l'archevêché montréalais, mais aussi à la commission scolaire des catholiques.
Mais lui, en fait, il va, selon moi, c'est ma théorie, mais mon hypothèse, il va créer cette notion d'alliance. Les Canadiens français, les néo-Canadiens doivent s'unir pour combattre le communisme. Et c'est absolument pas question d'intégration à la société francophone. Mais ce concept d'alliance va être repris par beaucoup d'auteurs nationalistes, comme Émile Benoît au Devoir, ensuite François-Albert Anger, mais ça serait une alliance pour favoriser un certain groupe de néo-Canadiens à intégrer la société francophone. Et donc, dans les années 30, sa lutte contre le communisme fait de lui une personnalité très importante et très appréciée dans le réseau institutionnel et associatif canadien-français. Mais dans l'après-guerre, il continue à défendre l'idée d'une alliance sacrée contre le communisme. Et c'est là que son discours tombe à plat et que les élites canadiennes-françaises cherchent plutôt à intégrer les immigrants à leurs écoles. Et donc, Walter Bossy devient un allié un peu encombrant parce qu'il ne comprend pas l'importance pour les francophones de l'intégration linguistique. Et il va être vraiment mis de côté, il va être vraiment exclu. Le groupe le plus important de l'après-guerre, c'est les Italiens. C'est l'italien. La langue devient la troisième langue de Montréal. Et à ce moment-là, on a une proximité très grande. Bon, ça répond aux critères. C'est des catholiques. C'est des francophiles, c'est facile pour eux, et ils sont latins. Pourtant, rendus dans les années 60, la plupart des Italiens sont passés à l'école catholique anglophone. Est-ce que c'est par manque de volonté politique de la part des francophones? Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas d'attrait pour les Italiens à apprendre le français, à s'intégrer en français? Ou c'est une sorte de laisser-aller? Comment expliquer qu'il faut attendre finalement la loi 22 en 74, la loi 101 en 78 et même plus tard pour que le tir soit corrigé et puis que finalement on intègre tous les immigrants à l'école française? Bien, quand dans les années 40-50, l'Action nationale, mais aussi le Devoir, parle de l'immigrant idéal qui pourrait s'intégrer à la société francophone. Et d'une certaine façon, le rescapé du péril démographique de la minorisation et de la marginalisation politique. On pense essentiellement aux Italiens, qui sont de culture latine, catholique. Ils habitent dans les mêmes quartiers. Et surtout qu'à l'époque, on considère que chaque nation a une personnalité, un tempérament, une psychologie. Et donc, quand on parle de latinité, dans le fond, c'est une personnalité qui serait très proche des Canadiens français, dans le cas des Italiens. Les Italiens vont d'abord à l'école française jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Et ils sont une exception. Tous les autres groupes, à part peut-être les Syriens qui sont beaucoup moins nombreux, eux fréquentent l'école anglaise. Et après la Seconde Guerre mondiale, on assiste, dans le fond, les Italiens adoptent le même comportement que les autres groupes ethno-culturels. C'est essentiellement pour avoir une éducation en anglais qui serait source de mobilité sociale et de réussite économique. On considère, par exemple, les high schools anglo-catholiques sont mieux coordonnés aux études supérieures. À l'époque, il y a les collèges classiques qui sont des institutions privées. Il y a le primaire supérieur dans les commissions scolaires, mais ça donne accès à seulement quelques facultés universitaires. Et donc, ils vont adopter la tendance que font tous les autres groupes. Et même dans les années 60, il y a les premiers Espagnols et Portugais qui arrivent à Montréal, vont fréquenter d'abord l'école française, mais immédiatement, ils vont se tourner vers l'école anglaise très peu de temps. Et donc, pour les auteurs, par exemple, de l'Action nationale, pour les nationalistes en général, c'est une grande déception. On ne comprend pas, selon la pensée que chaque peuple a une personnalité nationale, on ne comprend pas pourquoi les Italiens choisissent l'école anglaise plutôt que française. Ils sont des latins, ils devraient aller vers l'école française. Et c'est vraiment dans les années 1960 où le concept de l'alliance va s'effondrer. Il y a vraiment une rupture à partir des premiers débats sur la question de l'intégration des immigrants à l'école qui ne se pose pas avant les années 60. Donc, on vient à un point, on arrive à la fin de la période 67, où finalement l'Action nationale va avancer des mesures coercitives.
après la crise scolaire de Saint-Léonard, on est en 67, elle commence là, juste comme notre période s'achève, on souhaite forcer les immigrants à entrer à l'école française, ce qui va mener à la loi 101 et à la déconfessionnalisation du système scolaire. Il arrive un événement entre les deux qui est très important, c'est qu'à la Commission des écoles catholiques de Montréal, à partir des années 1947, il a créé un comité, le Comité des Néo-Canadiens, qui veut favoriser, disons, l'intégration des Néo-Canadiens aux écoles catholiques françaises en faisant la promotion d'un programme trilingue, français-anglais, plus les langues maternelles, et dans les années 60, même créer un troisième secteur d'enseignement, après le secteur francophone et anglophone. Donc, spécialement pour les Néo-Canadiens, ça va échouer par manque de volonté de l'administration scolaire, mais surtout l'opposition du secteur anglophone qui ne veut pas perdre une clientèle qui lui a permis une croissance importante. Et là, il y a un article très important dans l'Action nationale de François-Albert Anger et qu'on retrouve dans d'autres journaux ou revues de la part des néo-nationalistes. C'est vraiment une rupture. C'est une rupture avec l'alliance entre néo-canadiens et canadiens français, mais aussi c'est une rupture d'une conception de l'éducation et de l'intégration des communautés culturelles où on considère que l'État doit intervenir, doit faire du français la langue officielle, la langue commune, et surtout obliger la fréquentation des nouveaux arrivants à l'école française. Il écrit cet article en quelle année? 1963. Et c'est vraiment une rupture, je dirais que ça ne devient pas une idée partagée par par toutes les associations, les organisations nationalistes. L'idée va vraiment s'imposer à partir de la crise de Saint-Léonard, mais François-Albert Anger met la table, il émet l'idée et ça va être repris beaucoup dans les années 60, fin des années 60, début 70. Merci beaucoup, Jean-Philippe, pour ce tour d'horizon. On en parle encore. Le chemin Roxham alimente les conversations. On n'a pas fini de parler d'immigration dans la société québécoise, forcément. On est sur un continent qui est un continent d'immigration et c'est d'autant plus intéressant de voir que le Canada français a évolué à travers plusieurs décennies sur ces questions. Et merci beaucoup. Et on va certainement avoir l'occasion de te lire à nouveau. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. Mes amis, je vous assure que le temps est bien dur, il faut pas se décourager, ça va bien vite commencer, de l'ouvrage il va en avoir pour tout le monde cet hiver, il faut bien donner le temps au nouveau gouvernement, ça va venir puis ça va venir, mais décourageons-nous pas, moi je te joue le cœur gai et je continue à te lutter, On se plaint à Montréal, après tout on est pas mal dans la province de Québec. On mange à notre pain sec, y a pas d'ouvrage au Canada, y en a bien moins dans les États. Essayez pas d'aller plus loin, vous êtes certains de crever de faim. Ça va venir puis ça va venir, mais décourageons-nous pas. Moi je te joue le cœur gai et je continue à faire lutter. Cher de ce temps ici, pour se nourrir à que dit, faut pas que ça monte à la grossée. Je me tape fort sur les biscuits, mais je peux pas faire de l'extra. Mon petit mari travaille pas à force de me priver de manger. Je laisse tes morts tatiner. Ça va venir puis ça va venir, mais décourageons-nous pas. Moi je te joue le cœur gai et je continue à faire lutter. Me voilà mal à manger, j'ai des trous à m'essuyer, mes talons sont tout travers, et puis le bout qui trousse en l'air, le dessus est tout fendu, la doublure tout décousu, les orteils passent à travers, c'est toujours mieux que pas n'avoir. Ça va venir, puis ça va venir, mais décourageons-nous pas, moi je te joue le cœur gai, et je continue à faire lutter.
Le propriétaire qui m'a loué, il est bien mal à manger. Ma boîte à charbon est brûlée. Et puis j'ai 5 vitres de casser. Ma lumière disconnectée. Puis mon eau est pas payée. Ils ont pas besoin de venir m'achaler. Ben les safrans bas de l'escalier. Ça va venir puis ça va venir. Mais de courage on n'eut pas. Moi j'ai toujours le cœur gai. Et je continue à faire lutter. Nous en sommes maintenant à la fin de cette émission. Nous remercions notre invité, l'historien et professeur Jean-Philippe Croteau, qui est venu nous parler de l'attitude de la revue L'Action nationale face à l'immigration et face à la présence juive au Québec durant la période 1933-1945. Nous remercions également notre collègue, l'historien Pierre Anctil, qui l'a interviewé. Vous pouvez retrouver cette entrevue sur le site de la Société historique de Montréal, à l'onglet « Émissions de radio » ou sur notre tout nouveau canal YouTube. Nous vous invitons, si ce n'est déjà fait, à devenir membre de la Société historique de Montréal. Alors, merci de nous avoir écoutés et à la semaine prochaine.